La salle du Conseil galactique était silencieuse le jour où ils convoquèrent l'envoyé humain. Pas paisible, juste silencieux. Ce silence qui pesait sur la poitrine, qui vous faisait vérifier votre propre rythme cardiaque. Plus de 50 espèces remplissaient la vaste salle, chacune issue d'un empire qui avait autrefois écrasé avec aisance des civilisations moins importantes. Ils étaient habitués à la peur, à l'obéissance et à la reddition. Mais aujourd'hui, aucun d'eux n'affichait un air suffisant, pas après ce qui s'était passé sur Valor 9. Les humains avaient enfin riposté. Le commandant Reich se tenait seul au centre, vêtu de cet uniforme militaire terrien épuré et épuré. Pas d'or, pas de médaille, juste une armure noire mate qui ne brillait pas sous la lumière artificielle de la salle. Il n'était pas grand pour les draves. Il n'avait ni cornes, ni branchies, ni peau luisante. Mais tous les regards dans la pièce étaient braqués sur lui. Ils avaient peur. Et ils le savaient. Le haut-chancelier arsadien prit enfin la parole, d'une voix aussi sèche et froide que le sable de sa planète natale. Vous avez commis un acte militaire non autorisé contre un système souverain. Valeur 9 était un espace neutre. Reich ne sourcilla pas. Neutre jusqu'à ce que le tsar s'en empare, jusqu'à ce qu'ils commencent à utiliser des civils comme esprits vivants, jusqu'à ce qu'ils enterrent des enfants dans des champs d'énergie et obligent les humains à les extraire à main nue. Les pertes, a déclaré le chancelier. Le coût du conflit. Nous ne nous occupons pas du coût du conflit, a déclaré Reich catégoriquement. Nous nous occupons de la résolution. Il n'était pas un politicien. Il n'embellissait pas la guerre avec de beaux discours. Il était né dans les colonies extérieures, sur une planète minière dont le Conseil s'était fiché jusqu'à ce qu'il découvre un noyau riche en hélium-7 sous sa croûte. Il avait vu son père perdre ses deux jambes lorsqu'un drone du Conseil l'avait pris pour un insurgé. Sa mère était morte en attendant un drone médical qui n'est jamais venu. Alors non, Riker ne jouait pas. C'est sur Valor 9 que tout a basculé. Tout a commencé avec les images. Une vidéo piratée d'un croiseur tsar orbital montrait une unité humaine, affaiblie et en infériorité numérique, traversant une tempête de plasma. Ils n'ont pas fui, ils n'ont pas reculé. Un par un, ils sont tombés. Mais chaque mort amenait avec elle une douzaine de tsars supplémentaires. Le dernier homme, un soldat nommé Holloway, fut filmé debout sur un tas de cadavres extraterrestres, saignant des tripes, criant l'hymne de la Terre dans un calme ambiant, avant de déclencher une détonation qui détruisit 4 destroyers ennemis en orbite. Cette vidéo se répandit comme une traînée de poudre à travers la galaxie, non pas à cause de l'explosion, mais à cause de ce visage, ensanglanté, brisé et toujours souriant. Puis vint la réponse de la Terre. Le Conseil pensait que les humains appelleraient à la paix, demanderaient de l'aide, imploraient le retour de Valor 9. Au lieu de cela, la Terre s'éteignit. Plus aucune transmission, plus aucune diplomatie, plus aucun avertissement. Puis, une semaine plus tard, ils déployèrent ce qui allait devenir l'armada de la terreur. Ce n'était pas la taille qui choquait le Conseil, bien qu'imposante. C'était leur conception. Acier noir et élégant. Pas de bannières, pas de signaux, pas de marque d'identification. Personne n'avait jamais vu ces vaisseaux auparavant. Pas même les alliés terriens des secteurs d'Orion. Ils ne correspondaient pas aux spécifications militaires publiques de la Terre. Ce n'était pas seulement une guerre. C'était une rage silencieuse préméditée. La première frappe n'eut pas lieu sur un champ de bataille. C'était sur la planète natale du tsar. Ils ne l'ont pas vitrifiée. Ils l'ont disséquée. En 17 minutes, tous les satellites, tous les relais de communication, tous les systèmes de défense ont disparu de l'espace du tsar. Leur flotte militaire a été neutralisée par des impulsions électromagnétiques si précises qu'aucune structure civile n'a été touchée. Puis, sur une période continue de 12 heures, tous les principaux généraux du tsar ont été exécutés, certains en orbite, d'autres chez eux, tous d'une seule balle dans la tête. Aucune troupe terrestre n'a été aperçue. Aucun message officiel n'a été envoyé. Et puis, les humains ont transmis une transmission au reste de la galaxie. Nous n'avons jamais voulu la guerre, mais nous ne mourrons pas en silence. Vous vouliez voir notre puissance? Ce n'est qu'un aperçu. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Des empires qui s'étaient battus pendant des siècles ont interrompu leur campagne. Les escarmouches frontalières ont cessé du jour au lendemain. Même les Trésorianes, notoirement violents, ordonnèrent à leur flotte de se retirer jusqu'à nouvel ordre. De retour dans la salle du Conseil, le haut-chancelier s'agita, mal à l'aise. « Vos méthodes sont excessives. » Reich lui lança un regard glacial à faire craquer le métal. C'était de la retenue. Et pour la première fois depuis des siècles,
50 empires comprirent une chose avec une clarté absolue. On ne pousse pas la Terre à moins d'être prêt à enterrer des planètes. À l'extérieur de la salle du Conseil, les étoiles brûlaient silencieusement. Mais sous ce silence, les tambours de guerre résonnaient à travers les systèmes, grondant dans des bunkers secrets, résonnant dans des salles de guerre vides, murmurant à travers des communications cryptées. Chaque empire se posait désormais la même question. Comment diable les humains ont-ils pu dissimuler une telle puissance de feu? La réponse ne résidait pas dans une arme miracle. Elle résidait dans la façon dont la Terre avait été ignorée, pendant trop longtemps. Sur Terre, on l'appelait la doctrine Hollow, du nom du soldat Holloway, l'homme qui s'était fait exploser avec 4 vaisseaux ennemis en poussière cosmique. Mais cette doctrine avait été écrite des décennies avant lui, dans l'ombre, dans des salles de la guerre froide enfouies à des kilomètres sous terre, dans des simulations gérées par des systèmes d'IA jugés trop dangereux pour rester conscients. L'humanité n'avait pas construit cette armée pour conquérir. Elle l'avait construite parce qu'elle savait qu'elle serait conquise un jour. Et elle avait raison. Le premier contact avec le Conseil galactique n'avait pas été une simple poignée de main pacifique. C'était une exigence. La Terre disposait de ressources, d'emplacements stratégiques et d'une population assez stupide pour vénérer l'idée de paix. Le Conseil proposa l'intégration. Cela signifiait de lourdes taxes, un recrutement militaire et une lente érosion de la souveraineté. La plupart des humains étaient d'accord, mais pas tous. Le commandant Reich se tenait encore au centre de la salle lorsque le haut-chancelier demanda l'ajournement. Les délégués étaient nerveux, leurs griffes frémissaient, leurs vrilles se tordaient, leurs mandibules claquaient. Reich ne broncha pas. Il connaissait le silence qui suivait le sang. Ce n'était pas la paix, c'était la peur, feignant la raison. Lorsqu'il sortit, ses bottes résonnèrent comme des coups de feu. Un jeune reporter arcanide, une race connue pour sa politesse grotesque, tenta de l'aborder. « Commandant, si je puis me permettre, quelle est l'intention finale de la Terre? Occupation? Domination? Représailles ?» Reich marqua une pause juste le temps que les drones caméras fassent la mise au point. « L'équilibre, dit-il. Et si nous n'y parvenons pas, nous nous contenterons de vengeance. » À la périphérie de l'espace du Conseil, à 50 années-lumière de Valor 9, le général Taggart se tenait sur le pont de l'Eidolon, le vaisseau amiral de la Terre. Masqué, silencieux, en orbite autour d'une géante gazeuse enregistrée auprès du Conseil. Taggart était une légende dans l'ombre. Pas de médaille, pas de défilé, juste un dossier noir que la plupart des généraux terriens n'étaient même pas autorisés à lire. Il avait commandé les unités d'Oblivion, le genre d'opération secrète qui faisait disparaître des gens de l'histoire. Son visage était fin, sculpté par la bataille, et le côté gauche de son crâne était enveloppé d'eau synthétique provenant d'une explosion de plasma à laquelle il avait survécu lors de la mutinerie de Shenzhou. « Monsieur, les ovaries déplacent leur flotte vers la zone neutre 7, dit son officier de communication. On dirait qu'il prépare une contre-présence. Taggart hocha brièvement la tête. Laissez-les bouger. Notez simplement la signature thermique de chaque vaisseau amiral. Devrions-nous envoyer une unité fantôme? Il ne leva pas les yeux. Numéro, on ne gaspille pas d'unité d'élite en tir de semonce. Il se tourna vers son officier d'armes. Alimentez les canons Banshee. Chargez les munitions silencieuses. Monsieur, ce sont des munitions intraçables. Ils ne sauront jamais qui a tiré. C'est là le problème, marmonna Taggart. Ils ne sont pas censés savoir. Ils sont censés se poser des questions. Pendant ce temps, sur Terre, l'ambiance était passée de la peur à la fureur. Les flux d'informations qui diffusaient autrefois des divertissements extraterrestres diffusaient désormais en boucle la dernière émission de Holloway. Le nombre de recrues tripla du jour au lendemain. Jeunes hommes, mineurs, mécaniciens, agriculteurs, faisaient la queue pour les épreuves de sélection. La Terre n'avait pas besoin de soldats nés pour la guerre. Elle avait besoin d'hommes prêts à tout brûler pour que cela ne se reproduise plus. Sous terre, les anciens coffres furent ouverts. Des projets mis au rencard parce qu'ils étaient trop agressifs, trop mortels ou trop humains. Des choses comme le protocole Rage, des améliorations neurologiques associant des pics d'adrénaline à des prédictions tactiques quasi instantanées, conçues pour permettre à un homme d'anticiper 10 victoires. Ou encore les clones Echo, des copies de soldats tombés au combat, construites à partir d'ADN et de souvenirs cartographiés par les traumatismes, instables mais inarrêtables pendant 72 heures avant de s'autodétruire. Certains des hommes choisis pour le déploiement n'étaient pas nés à l'hôpital. Ils avaient grandi en silence, élevés dans des simulations de guerre, n'avaient jamais connu de mère,
n'avaient jamais ri. Maintenant, ils avaient des ordres. L'un d'eux, l'opérateur Ward, n'avait jamais parlé en dehors du code de mission. Son identifiant de naissance avait été effacé, son nombre de victimes non confirmé, mais la rumeur le faisait se compter en milliers. Il fut déployé sur Drex 4, un avant-poste contrôlé par le Conseil, connu pour traiter les humains capturés, ce qui signifiait les torturer jusqu'à leur acceptation. Ward ne franchit pas les portes, il quitta son orbite, seul. Le temps que les drones de surveillance du Conseil réagissent, l'avant-poste était plongé dans le noir. Les rares images qui ont survécu montraient des silhouettes se tordant dans l'obscurité, tentant d'échapper à leur propre ombre avant d'être égorgées en silence. Pas d'explosion, pas de grand discours, juste un effacement chirurgical. De retour au siège du Conseil, la panique s'installa. Les empires qui autrefois se moquaient de la Terre tenaient maintenant des réunions de défense d'urgence. La moitié d'entre eux ne croyaient même pas que les humains avaient cette capacité. L'autre moitié se demandait s'ils seraient les prochains. Quelques-uns tentèrent la diplomatie. La Terre ne répondit pas. Ils ne cherchaient plus à se faire comprendre. Ils délivraient un message. Pendant des siècles, la galaxie a vu la Terre comme une planète sentimentale, faible, une planète de chair tendre et d'esprits émotifs. Ils avaient oublié ce qui arrive quand les esprits émotifs décident qu'ils en ont assez de perdre. Reich rencontra le général Taggart à bord de l'Eidolon 2 jours après la session du Conseil. « Vous voulez parler d'escalade » demanda Taggart sans lever les yeux de son holocarte. « Vous pensez que nous allons trop vite » répondit Reich en allumant une cigarette. « Je pense que nous sommes trop gentils. » Taggart esquissa un sourire. « Tu as changé ? Voir ton peuple se faire brûler vif par une espèce qui les considère comme des insectes a tendance à faire ça. Que veux-tu » Reich expira lentement de la fumée. Autorisation de lancer à cheval. Les yeux de Taggart se plissèrent. C'était un virus culturel. Une charge utile numérique capable de corrompre les archives d'une civilisation entière. Une charge utile numérique capable de corrompre les archives d'une civilisation entière, réécrivant l'histoire, effaçant les souvenirs, transformant de fiers empires en épaves paranoïaques, sans passé ni unité. C'était un génocide psychologique. Tu es sûr ? Ils veulent nous détruire, dit Reich. Qu'ils voient ce que ça fait de perdre tout ce qui faisait d'eux un peuple. 3 jours plus tard, l'Empire Akari se réveilla et découvrit que toute sa base de données planétaires avait été remplacée par la propagande terrienne. Les chronologies historiques furent réécrites, les grands chefs Akari remplacés par des images de Holloway et de Reich, les guerres antiques repeintes par des victoires humaines. Leurs textes religieux furent numériquement infectés par l'hymne terrestre, désormais répété en boucle sous des versets sacrés. Ils se révoltèrent, ils mirent tout en question, et la Terre observa la scène depuis son orbite, sans rien dire. Pas de troupes au sol, pas de balles, juste l'effondrement. À travers les étoiles, le mot humain a changé. Il a cessé de signifier faiblesse ou émotivité. Il est devenu synonyme de colère. Ni rage, ni folie. Une colère froide et tactique. Le genre de fureur qui ne hurle pas. Elle complote, qui ne se déchaîne pas. Elle apprend vos points faibles et vous saigne avec une aiguille. Le genre de colère qui se cache sous la bonté pendant des siècles, puis explose. Autrefois, le Conseil galactique aurait formé une coalition. Maintenant, ils étaient trop occupés à renforcer leurs frontières et à murmurer, terrorisés, car les humains ne demandaient plus le respect. Ils le prenaient. Un chef de guerre trésarien nommé Kor rompit enfin le silence. Un tueur aguerri, doté d'une flotte de 40 cuirassés et d'un nombre de morts supérieur à sa durée de vie. Il se connecta en direct sur une fréquence galactique ouverte. « Terre, grommela-t-il, tu n'es que fumée et menace. Affronte-moi, je brûle ta planète. » Il attendait une réponse dans quelques jours. Il en reçut une en 2 minutes, une simple transmission du commandement terrestre. « Tes coordonnées sont confirmées, ne cligne pas des yeux. » 6 minutes plus tard, le projet Fantasem était activé. Un vaisseau isolé, masqué par une technologie d'interférence gravitationnelle, s'est glissé dans la flotte du seigneur de guerre. Aucun missile n'a été tiré. Au lieu de cela, tous les dreadnoughts ont perdu leur oxygène simultanément. La chair s'est figée. Les lumières se sont atténuées. L'énergie a disparu. La flotte trésarienne flottait silencieusement. 40 machines mortes en orbite parfaite. Le corps du seigneur de guerre fut retrouvé pendu à l'envers à son propre pont, la gorge tranchée, les yeux brûlés. Un patch de l'unité de Holloway était épinglé sur sa poitrine. Sur Terre, le ciel nocturne n'accueillait plus de feux d'artifice. Il était le théâtre d'exercices silencieux,
de tests de lancement en orbite basse, de canons à rails cinétiques testés au-dessus des océans. Les gens étaient fatigués, certes, mais pas effrayés. Plus maintenant. Une nouvelle culture avait pris racine. La guerre éclairait la paix. Les hommes parlaient en phrases courtes et posées. Les jeunes recrues apprenaient la biologie extraterrestre comme des étudiants en anatomie. Les mères enseignaient à leurs fils non seulement à marcher et à lire, mais aussi à survivre à l'exposition au vide, à tirer à couvert, à crypter leurs cris. Il ne s'agissait plus de vengeance, il s'agissait de permanence. La Terre ne se contentait plus de se défendre, elle posait les fondations pour ne plus jamais être une proie. Et bien au-delà de l'espace connu, dans les zones les plus sombres du vide, des êtres anciens qui avaient assisté à l'essor et à la chute des empires tournèrent leur regard vers la Terre. Pour la première fois depuis des siècles, quelque chose de nouveau était entré dans le jeu galactique. Pas seulement une autre espèce, pas un autre empire, un message écrit dans le sang humain. Nous nous souvenons de tout, et nous ne pardonnons rien. Le général Taggart se tenait dans la salle de commandement sous le mont Artémis, entouré d'acier, d'ombre et de silence. Les murs n'étaient pas polis comme dans les vaisseaux du Conseil. C'étaient des cicatrices, des marques noires de brûlures dues à de vieilles perceuses, des fissures dues à des tests de pression qui avaient failli faire voler en éclats l'installation souterraine. C'était un lieu né de la nécessité, non de l'orgueil. Une relique des premiers jours de la doctrine silencieuse. La table devant lui projetait 23 cartes planétaires. Aucune n'appartenait à la Terre. L'humanité ne se battait plus pour sa Terre. Elle luttait désormais pour la domination du vide. Il zooma sur un groupe de marqueurs rouges près du pli Éridan. La coalition Malkat, un groupe d'États marchands reptiliens aux liens lâches, avait commencé à rassembler des vaisseaux près des zones commerciales favorables aux terriens. Un conseil typique. Il restait neutre tout en incitant les autres à se sacrifier pour eux. Puis, une fois la fumée dissipée, il rampait pour récupérer les miettes. Taggart connaissait le genre. Des lâches à l'argent, il appuya sur un marqueur. Signaler leur relais de communication. Je veux que des unités fantômes surveillent leur protocole de cryptage. Déjà à l'intérieur, répondit son technicien communication. Ils ont copié les signaux terrestres, essayant d'inverser les sauts de fréquence de la flotte redoutée. Qu'ils croient gagner, dit Taggart, et lorsqu'ils diffuseront leur faux signal, je veux les coordonnées de diffusion de leur station phare de chaque station commerciale de Malquette en bande ouverte. Vous voulez appâter les pirates? Je veux les inviter. Pendant ce temps, le commandant Reich revenait sur Terre pour la première fois depuis 7 ans. Il n'a pas atterri dans un port. Il a atterri dans le secteur 12, l'une des colonies périphériques qui avait perdu près de 60% de sa population lors des premiers raids du Conseil. Ce qui restait n'était pas beau à voir. Chaussées fissurées, traces de brûlures, sifflement du vent à travers les bâtiments à moitié incendiés, et un silence plus strident que n'importe quelle explosion. Un petit garçon se tenait au bord de la piste tandis que Reich sortait. Il avait le visage couvert de terre et un fusil-jouet rouillé à la main, comme s'il savait s'en servir. « Tuez-lui » dit le garçon, « l'homme qui a brûlé Valor. » Reich ne répondit pas. « Ils ont dit que c'était toi qui les avais fait fuir. »« Ils n'ont pas fui, » marmonna Reich. « Ils ont juste reculé pour recharger. » Le garçon plissa les yeux. « Reviendront-ils » Reich s'agenouilla. Une seule fois. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, dit Reich, on ne laissera personne respirer assez longtemps pour fuir à nouveau. À travers la galaxie, les humains étaient en train de devenir une histoire de fantômes. Un cargo Varnati a signalé avoir repéré un spectre terrien sur le bord extérieur, ce qui semblait être un vaisseau noir solitaire flottant silencieusement dans un champ de débris, épargné par les tempêtes de radiations et les capteurs. À leur approche, leurs systèmes se sont déconnectés. Tous les membres de l'équipage ont perdu connaissance. À leur réveil, leurs moteurs de saut ont été retirés. Pas de violence, pas de rançon, juste une neutralisation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. N'entrez pas dans l'espace terrestre sans y être invité. Vous pourriez repartir avec vos poumons, mais pas vos moteurs. Puis survint l'incident du Slipknot. L'Empire Zavari, encore amer de la perte d'une colonie frontalière, déploya une flotte d'essais de 20 croiseurs furtifs vers Luna, la lune de la Terre. Leur plan n'était pas une invasion, c'était une humiliation, une démonstration. Ils comptaient découper la face cachée de la Lune à l'aide de forêts thermiques, y graver leurs insignes à l'aide de lasers orbitaux. Un message discret adressé au ciel terrestre. Ils n'ont jamais dépassé la ceinture d'astéroïdes. Un à un, leurs vaisseaux ont disparu.
Pas d'explosion, pas de transmission, juste une disparition. 3 jours plus tard, un colis fut livré au conseil de guerre Zovari via un câble warp crypté. À l'intérieur, 20 casques, encore ruisselants. Le conseil exigea à nouveau des réponses. Ils appelèrent à un cessez-le-feu. Ils proposèrent des négociations. La Terre déclina. La diplomatie était ce que la Terre essayait de faire lorsqu'elle était faible. Désormais, ils n'avaient plus besoin de permission. Pendant des siècles, les empires galactiques croyaient que la puissance se mesurait en flotte, en routes commerciales, en nombre de systèmes arborant leurs bannières. Les humains avaient changé la donne. La puissance, désormais, résidait dans la capacité de réduire au silence une salle remplie d'empires dès l'entrée d'un officier terrien. Aux confins de l'espace neutre, l'opérateur Ward se tenait à l'intérieur d'une cathédrale en feu sur Drelis 4, regardant les piliers s'effondrer au ralenti, tandis que les loyalistes du Conseil hurlaient sous les décombres. Ce lieu avait été une archive culturelle, l'un des derniers bastions de l'éducation approuvés par le Conseil. Il avait réécrit l'histoire humaine, assaini l'occupation et enseigné à des générations que la souffrance de la terre était une intégration nécessaire. Ward planta un disque creux dans les cendres. Un garçon, le visage brûlé, des cris, puis le silence. Un rappel. « Vous avez effacé notre passé », disait l'enregistrement, « alors nous effaçons le vôtre ». Pendant ce temps, sur Terre, le secrétariat de la Défense se réunissait en session secrète. La doctrine du creux était entrée en phase 3. Pas de survie, pas d'avertissement. Décimation. Le général Taggart s'adressa à la salle, le visage impassible, la barbe mal rasée, la voix sèche. « Ils pensent toujours que nous réagissons, dit-il. Ils pensent toujours que c'est une réaction, des représailles, de l'émotion. » Il montra une carte stellaire, 200 systèmes surlignés en rouge. « Nous ne réagissons pas, dit-il. Nous restructurons la galaxie, définitivement. À partir de cet instant, si un vaisseau non humain traverse ces zones, il disparaît. Sans avertissement, sans enterrement, sans exception. » Un jeune analyste demanda « Et la diplomatie ?» Taggart le fixa comme s'il était en papier. La diplomatie était morte à Valor. Dans un secteur oublié près de la bordure brisée, les Seims Ravarin, une espèce insectoïde qui n'avait jamais rejoint le Conseil, activa ses vaisseaux d'hibernation, détectant des variations dans les puits de gravité et les ondes FTL. Ils ne parlèrent pas. Ils communiquaient par chaleur et vibration, mais même eux reconnurent le nouveau modèle, prédateur ascendant. Ils retournèrent vers leur propre espace, scellant leurs frontières d'une vibration unique, à la largeur d'un essaim. N'approchez pas du feu. L'influence de la Terre se répandit dans l'ombre. Des marchés noirs entiers s'effondrèrent du jour au lendemain, tandis que l'IA terrienne traquait les réseaux d'esclavagistes, téléchargeant des commandes d'élimination dans des flottes de drones. D'anciens alliés du Conseil commencèrent à déserter discrètement, envoyant des excuses cryptées et des offres commerciales. Et sur les forums clandestins des systèmes extraterrestres, une phrase ne cessait de refaire surface. « Craignez les hommes creux ». Le commandant Reich apprit qu'un groupe de sympathisants terriens avait été capturé sur Varnati 3, déshabillés, torturés et condamnés à mort sur la place de la ville. Il ne demanda pas d'audience au Conseil. Il ne rédigea pas de rapport. Il envoya 6 hommes. Cette nuit-là, un orage s'abattit sur Varnati 3. Le lendemain matin, la place était déserte. Pas de corps, pas de garde, aucun signe de conflit. Seule une bannière était accrochée à la tour du gouverneur. Tissu noir, symbole blanc, le même écusson que Holloway avait porté. En dessous, griffonné dans un dialecte extraterrestre, la justice ne demande pas, elle prend. Et pourtant, la Terre refusait d'exiger quoi que ce soit. Elle ne mendiait pas la paix. Elle ne réclamait pas de siège au Conseil. Elle ne hissait pas de drapeau, car désormais, la Terre n'avait plus besoin de reconnaissance. Elle avait mieux, une réputation, un mythe enveloppé d'os et de plasma, une histoire que les mères racontaient à leurs enfants de ne pas provoquer. Un silence dans le vide qui ne signifiait pas sécurité. Cela signifiait qu'elles observaient, aux confins de la galaxie connue, dans un ancien nanomonde que l'on croyait mort, une IA autrefois conçue pour cataloguer les civilisations avancées s'est réactivée. Son objectif était simple, observer les espèces dominantes. Après avoir examiné 94 milliards de téraoctets de séquences, d'enregistrements et de signaux au cours des 6 derniers mois, un rapport a été soumis, espèce dominante observant l'humanité. Caractéristiques: adaptative, vengeresse, imprévisible,
capable de représailles pouvant mener à l'extinction. Conclusion, éviter tout engagement, recommander une reclassification galactique, nouvelle classification, prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Et comme ça, pour la première fois dans l'histoire galactique, les espèces qui se considéraient autrefois comme les dernières de la chaîne alimentaire se retrouvèrent au sommet. Le site noir connu sous le nom de Kernvol 17 ne figurait sur aucune carte, pas même celle de la Terre. Creusé au creux d'une lune morte, protégé par des alliages anti-scan et masqué par des déplaceurs gravitationnels, il avait été construit bien avant que l'humanité n'intègre le Conseil galactique, à une époque où les dirigeants terriens croyaient encore pouvoir éviter la guerre en se préparant au pire. À l'intérieur de l'abri 17, il faisait toujours froid, non pas à cause de la température, mais à cause du silence. Les gens stationnés ici ne riaient pas, ils ne buvaient pas, ils ne plaisantaient pas sur l'ennemi. Il n'y avait pas d'ennemis ici, seulement des projets, des expériences étiquetées par des lettres grecques et des décomptes de morts. Aujourd'hui, le projet Sigma prenait son essor. Le docteur Harold Naves n'était un civil que de nom. Il avait été retiré du MIT avant même d'avoir terminé sa thèse. On lui avait remis un badge noir et on lui avait dit une chose. Tu n'es plus un scientifique. Tu es une épée. Il se tenait maintenant devant l'unité de confinement de Sigma. Un verre noir épais, bourdonnant de serrures électromagnétiques, à l'intérieur se tenait un homme, ou ce qui était autrefois un homme. Sigma 9. Pas de vrai nom, pas d'histoire. Né et construit pour une seule raison. La guerre interespèces dans des conditions de menace asymétriques. Il pouvait voir dans 3 spectres. Respirer des vapeurs chimiques et construire, pour une seule raison, la guerre interespèces dans des conditions de menace asymétriques. Il pouvait voir sur 3 spectres. Il respirait des vapeurs chimiques. Ses réflexes étaient plus rapides que le décalage de la lumière dans les communications. Ses os étaient renforcés par des alliages synthétiques. Ses nerfs étaient fusionnés avec un microgel réactif qui lui permettait de ressentir la douleur, mais jamais suffisamment pour l'arrêter. Le docteur Knave tapota la vitre. La chose à l'intérieur ouvrit les yeux. « Sigma, dit-il calmement, vous êtes déployés. Cible, l'Assemblée Malketh. Ils ont commencé à cloner des prisonniers de guerre humains. Objectif ? Un exemple. Sigma hocha la tête une fois. Pas de question, pas d'émotion. Sigma hocha la tête une fois. Pas de question, pas d'émotion. Juste une exécution sur pattes. Ailleurs, le commandant Reich se tenait à bord du Creuset ESS, le vaisseau qui servait de base de commandement avancé près de la frontière trésarienne. Le Creuset n'était ni élégant ni rapide. C'était un vieux vaisseau blindé, construit comme un char flottant. Il transportait 30 zéro-hommes et une charge cinétique suffisante pour fendre une lune en deux. Mais Reich ne pensait pas à la puissance de feu. Il pensait à l'après. Pendant des mois, la Terre avait riposté, anéanti, exécuté. Il était temps de la remodeler. Il dressa la liste des territoires contrôlés par le Conseil. Trop d'entre eux traitaient les populations humaines comme des travailleurs sous contrat, étiquetés citoyens à l'essai. Pas de droits, pas de voix, juste des quotas et des sanctions. Taggart avait proposé de lancer des frappes orbitales sur ces mondes. Reich avait une idée différente. Sur le monde de Gérosquin, les humains vivaient sous terre, dans des tunnels miniers aménagés. L'atmosphère de la planète était riche en hélium 3, et le Conseil faisait fonctionner des milliers d'extracteurs à la surface, pilotés par des extraterrestres et surveillés par des drones armés. Les humains n'avaient même pas le droit de voir la lumière du soleil. Leurs enfants naissaient sans jamais avoir vu le ciel. Alors, lorsque les drones commencèrent à exploser en pleine patrouille, lorsque les surveillants extraterrestres disparurent dans les conduits de ventilation, le Conseil pensa à un sabotage. Puis le message arriva, diffusé sur tous les écrans, tous les haut-parleurs. Vous ne les possédez plus. Et à l'horizon, des modules d'atterrissage humain tombaient comme le tonnerre. Reich n'ordonna pas un siège. Il ordonna une libération, mais pas celle que le Conseil attendait. Pas d'acclamation, pas de drapeau. C'était méthodique. Une zone à la fois, chaque bunker du Conseil fut ouvert à coups de lance thermique. Chaque administrateur fut traîné dehors et forcé à s'agenouiller devant les humains qu'ils avaient affamés. Les pelotons d'exécution ne portaient ni insigne, ni nom, seulement des visières noires et un patch blanc sur la poitrine. Creux, certains suppliaient, d'autres proposaient des marchés. Personne n'était épargné. Le message était simple. Vous avez asservi les humains pendant des siècles. Nous n'avons besoin que des nôtres pour vous anéantir. De retour sur Terre,
des factions politiques commencèrent à émerger. Certains voulaient se retirer, consolider, d'autres voulaient une expansion à grande échelle, pas seulement la guerre. Dominion. Le général Taggart était assis dans une salle de briefing souterraine, entouré de hauts gradés et de vétérans, tous marqués par les cicatrices, le regard froid. Il resta silencieux un long moment, puis il se pencha en avant. Si nous nous arrêtons maintenant, nous perdrons cet élan, et ils ne nous craindront plus jamais. La seule raison pour laquelle la Terre est en sécurité, c'est parce qu'ils nous prennent pour des monstres. Il marqua une pause. On cesse d'être des monstres, on recommence à creuser des tombes. Un jeune officier demanda « Alors, quel est le plan ?» Taggart regarda la carte des étoiles, puis sourit. On leur fait vivre l'enfer, un système solaire à la fois. Sigma 9 était déployé sur Axor Theta, où les Malquettes cachaient leur installation de clonage illégal au fond d'une forteresse dans un canyon. Il n'a pas atterri avec une flotte. Il arriva à bord d'un drone en forme de cercueil, pas plus gros qu'une torpille, lancé depuis l'espace lointain. Il atterrit silencieusement dans un conduit de maintenance. Le massacre commença à 2h14, heure locale. À 3h, le système de filtration d'air crachait un brouillard de sang. À 3h10, les lumières du complexe clignotaient à chaque corps qui touchait le sol. Sigma n'utilisait pas de plasma. Il ne parlait pas. Ils se déplaçaient simplement, plus vite que leurs yeux ne pouvaient l'imaginer, fermant des cœurs, brisant des épines, utilisant des scalpels lorsque les balles étaient trop bruyantes. Lorsqu'il atteignit la salle principale, où des dizaines d'enfants humains clonés flottaient dans des cryotanks, il ne pleura pas. Il alluma la torche. Aucun d'eux ne vivrait comme esclave, et en partant, il laissa un certain Malquette en vie. Un seul, brûlé, ensanglanté, et pendu à un crochet d'acier, afin de pouvoir leur révéler ce qui rôdait dans l'ombre. Reich reçut le rapport de mission sous forme cryptée. Il ne le transmit pas, n'en discuta pas avec le haut commandement. Il ferma simplement le dossier, expira et murmura « Bien », mais tout le monde dans la galaxie ne se cachait pas. Le domaine Dravery, longtemps considéré comme l'espèce la plus militarisée en dehors du Conseil, a envoyé un message directement à la Terre. Pas un avertissement, directement à la Terre. Pas un avertissement, pas une menace, une offre. Opération conjointe, partage de ressources, échange de technologies militaires. Ils avaient vu la Terre susciter ses ennemis, et au lieu de s'y opposer, ils voulaient les rejoindre. Taggart examina les termes, puis brûla le message. Il n'avait pas besoin d'alliés. Il avait besoin que la galaxie comprenne sa place. Et puis vint la première véritable riposte. Le Conseil, las de voir ses membres tomber, rassembla ses flottes de guerre restantes. 8 empires, 370 vaisseaux, 9 cuirassés, des milliers de troupes de choc d'élite, tous dirigés vers une seule cible, Mars. La planète rouge avait été la forge militaire de la Terre pendant des décennies, produisant des alliages de qualité militaire, des usines de drones et des pilotes de chasseurs stellaires nés de l'homme. Ils croyaient qu'en frappant Mars, ils pourraient paralyser la machine de guerre terrestre. Ils ne comprenaient pas que Mars n'était pas l'usine. C'était l'appât. Lorsque la flotte entra en orbite autour de Mars, les systèmes terrestres s'éteignirent à nouveau. Comme avant, aucune transmission, aucun avertissement. La flotte du Conseil a lancé le protocole d'atterrissage. C'est alors que la surface martienne s'est ouverte. Pas un volcan, une arme. Le projet Léviathan. Un canon à rail encastré dans la croûte terrestre, capable de tirer des tiges de tungstène à des vitesses quasi relativistes. Ils ne l'ont jamais vu venir. Chaque barre frappait avec une telle force qu'elle ne se contentait pas de percer les boucliers, elle déchirait des trous dans la matière à retardement temporel. Les vaisseaux se déchiraient comme du papier. Les cuirassés tentaient de s'échapper. Un seul parvint à s'échapper. Et tandis qu'il s'éloignait en boitant, la dernière transmission terrestre retentit. Ne confondez pas retenue et faiblesse. C'était notre deuxième frappe. On ne survit pas à la troisième. Pour la première fois depuis des millénaires, le Conseil galactique dissout le commandement d'urgence. Il n'y avait plus de volontaires, plus d'empires prêts à risquer leurs systèmes fondamentaux. Même les pillards cessèrent de piller les zones mortes, car ils savaient, les humains ne se battaient plus pour survivre. Ils se battaient pour réécrire la chaîne de commandement de la galaxie. Et cette fois, ils ne demandaient la permission à personne. L'espace était silencieux depuis des semaines. Pas paisible, juste silencieux. Ce silence hanté, post-carnage, qui survient quand personne ne sait qui est encore en vie et que personne ne veut le savoir. L'humanité était à nouveau plongée dans le noir.
Plus aucune transmission, plus aucune réponse diplomatique, plus aucun mouvement de flotte visible. Le Conseil des Empires supposait que la Terre pansait ses plaies après l'échec de la tentative d'invasion martienne. Ils avaient tort. La Terre ne reculait pas. Elle lançait des attaques. Quelque part dans les ruines de la 4e dérive d'Orion, un seul vaisseau furtif terrien flottait parmi les vestiges de ce qui avait été une ancienne colonie minière Varnati. Il semblait abandonné, lumières éteintes, coque rayée, et laissait échapper des radiations. Il n'était ni mort, ni seul. À l'intérieur, l'opérateur Grant était assis, immobile, dans le cockpit, vétéran aguerri, ancien marine, un œil perdu lors du siège de Valor, remplacé par une lentille neuronale qui tressautait à chaque clignement des yeux. Le genre d'homme qui n'avait jamais besoin d'une seconde chance, car il n'avait jamais commis d'erreur. Il était là pour faire ce que la Terre faisait de mieux maintenant, faire un exemple. Les Varnatis n'avaient pas seulement soutenu le Conseil, ils avaient offert la Terre à des groupes de pirates. 5 convois de fret terrestres, civils, avaient disparu le mois dernier. Des corps flottaient dans le vide, brûlés, éventrés, décompressés pour le divertissement. Les Varnati appelaient cela de la discipline. La Terre appelait cela de la provocation. La mission de l'opérateur Grant était simple. Atteindre la station d'Alerex, le centre de coordination des pirates Varnati, et anéantir tout ce qui s'y trouvait. Mais cette fois, il n'était pas question de peur. C'était une question de réputation. Il s'est amarré sans résistance. Dalrix n'était pas une installation militaire. C'était plutôt une cité flottante, bâtie sur la cupidité et l'excès de confiance. Des centaines de quais d'amarrage, des milliers d'habitants, une racaille extraterrestre entassée dans des couloirs étroits, échangeant des esclaves, des armes, et même des clones de soldats terriens au marché noir. Il franchit l'entrée comme un fantôme. Pas d'armure, juste un treillis noir et des gants imbibés de gel de préhension. Son arme à feu, fabriquée sur mesure. Un Phase M6 Terran. Silencieux, multicharge, surchargé, porté uniquement par des bourreaux agréés. Les gardes n'y regardèrent pas à 2 fois. Ils auraient dû. La première balle n'atteignit pas la tête d'un garde. Elle atteignit un marchand. Celui qui vendait une jeune terrienne enchaînée, la vendant aux enchères comme un animal de compagnie. Grant ne tira pas sur le client. Il le scia en 2 avec une lame thermique. 10 secondes plus tard, le couloir devint rouge et les alarmes retentirent. Trop tard. Le massacre avait déjà commencé. Il n'y avait ni musique, ni glamour, juste des sons humides, de l'acier sur des os, du plasma grésillant à travers la chair. L'opérateur Grant ne courut pas. Il marcha, de pièce en pièce, froid et précis. Il ne tira pas 2 fois. Il ne cria jamais. Il ne voulait pas avoir peur. Il voulait que les Varnatis meurent dans la confusion, sans comprendre comment un humain avait pu pénétrer dans leur forteresse et la démanteler étage par étage. Une émeute éclata sur la promenade centrale, tandis que les mercenaires se ruaient sur leurs armes. Grant s'avança dans la foule et lança une grenade assourdissante à ses pieds, puis commença à tirer à travers la fumée. 18 minutes plus tard, le centre de commandement d'Elorex était en flammes. 237 corps gisaient éparpillés sur les passerelles, les conduits d'aération, les cloisons et les baies d'amarrage. La dernière transmission de la station n'était pas un avertissement. C'était une question. Qui êtes-vous? L'opérateur Grant ne dit rien. Qui êtes-vous? L'opérateur Grant ne dit rien. Il gravait le mot « creux » sur le pupitre de commande et sortit. De retour sur Terre, le rapport de mission fut remis directement au général Taggart. Il le lut en silence, sans émotion, sans hésitation, puis il le tendit à l'officier subalterne, suivant sans commentaire. « Que faisons-nous maintenant, monsieur ?» demanda le jeune homme. Taggart tira une longue bouffée de sa cigarette. « Maintenant, dit-il, nous enterrons le cœur du Conseil. Ce cœur n'était pas une ville. Ce n'était pas une planète. C'était une machine. Cachée à l'intérieur d'une géante gazeuse annelée, protégée par des champs gravitationnels et un système lunaire occulté, se trouvait le noyau de l'autorité centrale. Le système d'IA qui stockait toutes les archives du Conseil, toutes les décisions, tous les protocoles et toutes les lois signées par les empires au cours des 5 derniers siècles. Taggart ne voulait pas le détruire. Il voulait le réécrire. L'équipe de la mission était issue des recoins les plus sombres des archives secrètes de la Terre. Nom de code, coffre noir, 5 opérateurs. Pas de grade, pas de numéro de série. Même le commandement terrestre ne connaissait pas leur visage.
Ils n'ont pas volé. On leur a injecté. Lancés d'une comète morte pour échapper au champ de gravité, rien qu'en utilisant la dérive des radiations et des combinaisons silencieuses. Ils ont atterri sur la face cachée de l'anneau et s'y sont enfouis. À l'intérieur, le noyau était défendu par des méchas conscients, des agents de sécurité conçus par le Conseil, dotés de protocoles d'auto-réparation et de réflexes de combat plus aiguisés que la lumière. Peu importe, l'équipe du Black Vault ne tira pas fort. Ils utilisèrent des balles à décharge électrique, des balles qui projetaient de l'énergie dans les systèmes internes de la cible avant de se briser en éclats invisibles. Les méchas n'explosèrent pas. Ils s'effondrèrent en plein pas. Pas d'alarme, juste la mort. Dans la salle de l'IA, le cerveau divin du Conseil s'éveilla, projetant un millier de voix diplomatiques à la fois. Vous violez un protocole de paix intergalactique. Vos actions sont criminelles au regard des lois interempires. L'humanité subira des représailles coordonnées. Le chef de Black Vault n'a parlé qu'une seule fois. Nouveau protocole. Il a téléchargé un paquet de données intitulé Holo, et d'un seul coup, toutes les archives, toutes les lois, tous les documents fondateurs du Conseil ont été remplacés. La loi galactique reconnaissait désormais la Terre non pas comme un membre, mais comme un organe militaire souverain. Toutes les politiques du Conseil excluant les voies terriennes étaient désormais caduques. Toute action en justice contre la Terre, nulle. Partout dans la galaxie, les systèmes s'effondrèrent, les ambassades furent bloquées, les traités s'effondrèrent. Et lorsque le Conseil tenta d'envoyer une émission pour reprendre le contrôle, ses paroles furent détournées, ses propres visages, ses propres menaces, brouillées et remplacées par une image granuleuse en noir et blanc de Holloway, souriant à travers le sang. Et le message, vous nous avez oubliés. Maintenant, vous vous en souviendrez. Le commandant Reich observait la galaxie sombrer dans le chaos, sans aucune satisfaction, seulement une clarté. La Terre n'était plus seulement crainte, elle était obéie. Les empires qui autrefois exigeaient des tribus envoyaient désormais des tribus. Les monarques extraterrestres s'agenouillaient devant les humains qu'ils avaient autrefois asservis. D'anciens alliés du Conseil proposaient des mariages stratégiques, des zones de défense partagées, des contrats désespérés. Et la Terre refusait tout le monde. Il n'était pas là pour partager le trône, il la brûlait. L'opérateur Ward revint de la zone incendiée avec plus que du sang sur les mains. Il avait trouvé quelque chose dans les ruines d'un ancien laboratoire de recherche du Conseil. Une liste d'expériences terriennes non autorisées. Des centaines de sujets humains, noms, coordonnées, clones, toujours en vie, toujours testés, toujours hurlants. Il l'apporta au général Taggart en personne. Le vieux général fixa l'écran, la mâchoire serrée, les yeux brûlants. Combien? Trop? Vous êtes sûr? Ward hocha la tête. Je les comptais un par un. Taggart se leva lentement. Plus d'attente. Quel est le plan? Taggart alluma sa cigarette et murmura « Extinction ». Et d'un seul coup, la doctrine de la Terre changea à nouveau. Plus d'avertissement, plus d'équilibre. Les nouveaux ordres étaient gravés dans le réseau neuronal de chaque agent. Pas de pitié, pas de prisonnier, pas de débat. S'ils lèvent la main, ils perdent le bras. S'ils lèvent la main, ils perdent le bras. S'ils lèvent une flotte, ils perdent un monde. S'ils touchent à nouveau un humain, nous l'effacerons des étoiles. Les historiens galactiques diront un jour que c'est à ce moment-là que tout a changé. Pas quand la Terre a tiré son premier coup de représailles. Pas quand la flotte de la Terreur s'est levée. Pas même quand Holloway est mort. Mais ici, quand la Terre s'est arrêtée. Ils se battaient pour la paix et commencèrent à lutter pour dominer la mémoire elle-même. Ils ne se contentaient pas de réécrire les cartes. Ils réécrivaient ce que signifiait avoir de l'importance dans l'univers. Et loin, dans le silence d'un système inexploré, une IA mourante enregistra une dernière entrée avant de disparaître. Ils se disaient humains, mais ce qui marche désormais est autre chose, plus froid, plus inévitable. La planète Aventul avait autrefois fait la fierté de l'initiative d'harmonie culturelle du Conseil, un lieu où des espèces sélectionnées étaient entraînées, endoctrinées et transformées en satellites obéissants. Elle possédait des flèches qui touchaient les nuages et une académie où les enfants non humains apprenaient une version soigneusement édulcorée de l'histoire qui présentait la Terre comme instable, émotive et imprudente. Les humains sur Aventul n'avaient pas le droit de s'exprimer. Ils nettoyèrent les sols, transportèrent des caisses de ravitaillement, réparèrent des vannes d'évacuation. On ne leur montra jamais les étoiles. On leur raconta seulement comment leur planète avait été sauvée par le Conseil. Le mot esclave n'était jamais prononcé en public, mais tout le monde le savait.
Puis le ciel devint noir, pas à cause d'une tempête, à cause des ombres terriennes en orbite. Le SS Nyx, un vaisseau furtif de la flotte noire, plongea en orbite basse. Aucun avertissement, aucun signal, aucune annonce. Le réseau de défense planétaire, conçu par le Conseil, n'a même pas enregistré la présence du vaisseau, puis est arrivé le champ de brouillage. Chaque tour de communication, chaque nœud du réseau, chaque capteur, le silence. Cela a duré 6 minutes, puis les cris ont commencé. Les habitants d'Aventoul se sont réveillés au son du feu dans le ciel. Pas de bombes. Des impulsions lumineuses, clignotant en succession rapide dans toutes les directions visibles. Du code Morse. Les soldats terriens étaient là, non pas pour poser des questions, mais pour juger. Au sol, le capitaine Jules Morand menait l'unité d'attaque 27 à travers le quadrant A. Il ne s'agissait pas de nouvelles recrues. C'étaient des hommes endurcis, chacun affichant l'apparence de quelqu'un qui avait trop perdu pour oublier. Morin se déplaçait comme un homme dont les ordres n'étaient pas écrits à l'encre, mais dans le sang. Leur mission était classée « correction ». En réalité, il s'agissait d'une purge coordonnée de professeurs, d'agents de l'ordre et de responsables politiques, affiliés au Conseil, qui avaient systématiquement effacé l'histoire de la Terre de chaque dossier, salle de classe et archives. Ils n'ont pas tiré sur des civils. Ce n'était pas nécessaire. Car lorsque le drapeau du Conseil a brûlé sur la tour centrale et que le corps du premier superviseur a été cloué au mur extérieur, le message était clair. La Terre n'a pas oublié. Et maintenant, vous non plus. Pendant ce temps, le commandant Reich se tenait à bord du pont de commandement du Creuset, observant la vidéo en temps réel. Il ne s'y a pas tandis qu'une à une, les zones viraient au vert. Chaque symbole signifiait une nouvelle exécution. Un autre rat du Conseil réduit au silence. Une autre fausse leçon d'histoire brûlée dans la rue. Un officier subalterne s'approcha de lui. « Monsieur, les centres de diffusion du Conseil du secteur du Graal tentent de faire passer le message. Ils disent que la Terre est en train de devenir un État voyou, une force terroriste. Ils disent que la Terre est en train de devenir un État voyou, une force terroriste. » Reich se retourna, le regard figé comme de l'acier. « Bien, dit-il. Qu'ils s'étouffent avec leurs mensonges. Ils ont eu leur chance de nous appeler alliés. Maintenant, ils peuvent nous traiter de cauchemars. » Ailleurs dans le système Velkar, le domaine Dravari, la même race qui avait autrefois proposé son alliance, faisait maintenant face à une situation bien pire. Ni le feu, ni la guerre, mais l'absence. Tout leur système d'IA planétaire, journaux d'échange, index médicaux, catalogues génétiques, ont disparu, pas effacés. Extrait. Ce n'était pas une arme. C'était le projet Wraith de la Terre, un code fantôme d'infiltration numérique capable de pénétrer dans des systèmes cryptés et de remplacer les marqueurs d'identité par des marqueurs terriens. Chaque citoyen Dravari s'est réveillé enregistré comme propriété terrienne. Même leurs vaisseaux de guerre ont identifié la Terre comme leur nouveau commandement central. Et lorsque le Haut Conseil de guerre Dravari a tenté d'intervenir, sa réunion d'urgence a été diffusée dans tous les systèmes extérieurs, les montrant en train de se disputer, de pleurer, de rompre les rangs. Et au-dessus de la vidéo, voici à quoi ressemble la peur. Signé Hollow. Le message n'était pas militaire, mais psychologique, et il fonctionnait. À travers les étoiles, les empires commencèrent à se replier. Les patrouilles frontalières furent réduites au minimum. Des diplomates extraterrestres démissionnèrent ou firent défection. Des guildes de pirates se dissolvirent du jour au lendemain. Des mondes qui s'étaient longtemps moqués de la Terre arborèrent désormais des bannières neutres, espérant ainsi passer inaperçus. Mais peu importait. Ils espéraient que cela les empêcherait d'être remarqués. Mais peu importait. La Terre ne cherchait plus seulement à se venger. Elle cherchait à se soumettre. Sur Derek 3, une planète neutre utilisée comme comptoir commercial pour des dizaines d'espèces mineures, une immense fresque fut peinte pendant la nuit. Personne ne vit qui l'avait réalisée, mais elle couvrait 6 pâtés de maison, en noir et blanc. Un visage, celui de Holloway, avec ces mots « Vous avez ri pendant que nous saignions, maintenant nous sourions pendant que vous brûlez ». Le général Taggart était revenu sur Terre, non pour se reposer, non pour célébrer, mais pour amorcer la phase suivante. Il se tenait dans une salle de guerre, profondément sous la calotte glaciaire polaire, où la Terre conservait ses plans de dernier recours, des idées élaborées au début de la trahison du Conseil. Il y avait 3 dossiers sur la table. Exodus Purge Rewrite. Il prit Rewrite. À l'intérieur se trouvaient des plans pour établir des stations historiques permanentes,
contrôlés par la Terre, dans les principaux systèmes du Conseil, des centres de vérité qui remplaceraient des siècles de propagande par des images, des souvenirs et de la souffrance. Ils ne se contenteraient pas d'enseigner l'histoire. Ils l'imposeraient de force à chaque génération à venir. Pendant ce temps, l'opérateur Ward était arrivé sur Falash Prime, siège du conseil universitaire où des générations avaient appris que la Terre était instable, trop dangereuse pour qu'on lui confie une autorité indépendante. Il n'avait pas amené de troupes, il avait apporté des preuves. Ward diffusa l'histoire occultée de la Terre directement dans les systèmes éducatifs planétaires. Images de camps de concentration, de laboratoires d'élevage, de colonies disparues. Les enfants hurlèrent, les enseignants pleurèrent. Et lorsque le conseil tenta de neutraliser le flux, Ward activa la dernière couche. Leurs propres mots, tous leurs mensonges étaient superposés à l'écran, contredits par les images, l'audio, le sang, les os. Puis la voix de Ward, calme et froide. Voilà à quoi ressemblent vos héros. Nous sommes là pour leur retirer leur statut. De retour en orbite, Reich autorisa une coupure totale du réseau électrique de Falash. Il ne voulait pas leur mort. Il voulait qu'ils restent assis dans le noir à écouter le bruit de leur monde imaginaire se briser. Et aux confins de la Terre, quelque chose d'étrange commença à se produire. De nouvelles civilisations, jamais rencontrées sur Terre, commencèrent à envoyer des enregistrements. Pas d'armes, pas de menaces, juste des messages. C'étaient des confessions, des dirigeants extraterrestres admettant leur implication dans les atrocités commises par le Conseil. Ils proposaient réparation, ils juraient neutralité, ils offraient technologie, esclaves, et même leur propre vie si la Terre acceptait simplement de les ignorer. L'humanité était devenue plus qu'une superpuissance. C'était devenu le catalyseur d'une diplomatie fondée sur la peur, et non pour des raisons politiques, car la Terre avait prouvé une chose terrifiante. Il ne s'arrête pas. Le Conseil galactique, ce qui en restait, se réunit une dernière fois. 12 empires subsistaient, tous terrifiés, tous en sang. Ils ne se disputaient même plus. Ils étaient d'accord sur un point. La Terre ne pouvait être contrôlée, seulement évitée. Ils élaborèrent donc le pacte d'isolation terrien, une politique désespérée interdisant tout contact avec la Terre à toute espèce alliée au Conseil, sous peine d'exil. Ils firent de la Terre un État fantôme, trop dangereux pour s'y opposer, trop puissant pour s'y opposer. Et pourtant, la Terre ne dit rien, ne répondit pas, ne reconnut pas le traité. Parce que la Terre se fichait des permissions, elle réécrivait les conditions de survie. Et dans les anciens secteurs, où flottaient encore les ruines des colonies terriennes asservies, de nouvelles balises furent activées, pas des balises de détresse. Des phares, chacun diffusant le même message. Nous étions réduits au silence. Maintenant, nous parlons. Venez écouter la vérité, ou brûlez dans l'obscurité comme les autres. Signez Humanité. Les mondes du Conseil l'appelaient l'ère du silence. Non pas parce qu'il n'y avait pas de guerre, mais parce que personne n'osait parler de la guerre que la Terre avait gagnée. Leurs archives évitaient toute mention terrienne. Leurs écoles appelaient les missions Holloway. Leurs chaînes publiques filtraient des mots comme Reich, Taggart, Hollow, Nix, Crucible, Ward, mais le silence, comme la pression, s'installe. Et finalement, il éclate. Dans la zone morte d'Astridter, autrefois un centre de communication florissant pour les médias municipaux, il ne restait que des décombres et des nœuds de transmission silencieux. Mais un nœud avait survécu, enfoui dans la roche, protégé par le hasard. Et cet émetteur, après des années de grésillement, s'était réveillé. Un unique message audio à ondes courtes a pulsé aux quatre coins de la galaxie. Nous vous avions prévenu, vous nous avez fait hurler. Maintenant nous parlons plus fort que jamais. Ce n'est pas la guerre, c'est une correction. En quelques heures, 25 espèces non alignées ont commencé à envoyer des appels cryptés au relais terrestre le plus proche. Pas des excuses, des soumissions. Le commandant Reich observait les rapports depuis la plateforme d'observation froide du creuset ESS, les yeux cernés, les bras croisés. La galaxie vacillait, non pas à cause de frappes orbitales ou de villes incendiées, mais sous le poids de la vérité que l'humanité l'avait forcée à affronter. La Terre avait cessé de chercher à se faire comprendre. Elle avait été claire, comprendre ou succomber. L'étape suivante était la continuité. Reich convoqua une réunion sécurisée avec le général Taggart. « On les a brisés », dit Reich d'un ton simple. Taggart fixait l'épaisse fumée de la cigarette serrée entre ses dents. « Pas assez. » Reich inclina légèrement la tête. « Pas assez. » Reich inclina légèrement la tête. « Tu veux un coup de balai ?» Taggart secoua la tête.
On l'a déjà fait. Il se pencha en avant. Je veux pire. Je veux qu'ils dépendent de nous. Avant la guerre, le projet Dominion n'existait qu'à l'état de théorie, une doctrine stratégique fondée non sur la conquête, mais sur la dépendance. Le contrôle, non par la violence, mais par la vitalité. Chaînes d'approvisionnement, infrastructures, réseaux électriques. La Terre ne voulait pas seulement détruire les empires, elle voulait remplacer leurs dieux. Le plan a commencé par vagues subtiles. Les satellites cryptés de la Terre furent réactivés près de Velarito, un monde neutre paralysé par la panne d'électricité post-conseil. Ils proposèrent des relais d'alimentation, inviolables, protégés contre les radiations et autoréparables. Velarito accepta. En 3 jours, tout leur système critique était connecté au nœud terrien. Leur premier message fut simple. Nous voyons maintenant. Vous n'êtes pas l'ennemi. Vous êtes la tempête. Puis sont arrivées les stations médicales. La Terre a déployé des vaisseaux traumatologiques pilotés par l'IA sur des planètes déchirées par la guerre, offrant une technologie de guérison dépassant de plusieurs siècles tout ce que le Conseil avait jamais approuvé pour un usage terrien. Des soldats blessés, autrefois morts dans des tranchées isolées, se tenaient à nouveau debout. Des amputés retournaient au combat avec des membres mécaniques pulsant de l'adrénaline liée aux nerfs. Mais chaque receveur avait une pathologie intégrée à ses implants. Obéissance. Une seule erreur de transmission. Un signal anti-terre. Un murmure de rébellion. Et les implants s'éteignirent, définitivement. Aux confins de la galaxie, l'opérateur Ward mena une attaque secrète contre les archives du Conseil Theta, l'un des derniers dépôts secrets de propagande anti-terrienne. Il était gardé par une espèce connue pour sa furtivité, les Drenkai. Aveugles, mais capables d'écholocation et d'empreintes olfactives. Ward n'avait pas emporté d'explosifs. Il avait emporté une arme sonore. Une impulsion sonique terrienne spécifiquement adaptée au système nerveux des Drenkai. Ni mortelle, ni bruyante, juste paralysante. Tandis que le garde hurlait et leur griffait les oreilles, Ward les traversa comme de la fumée, implantant des holodrives dans chaque chambre de données. Il n'a pas effacé leurs mensonges. Il les a enfouis sous la vérité terrestre. Et lorsque le système a redémarré, les Drenki ont découvert que l'intégralité de leurs archives d'espèces avait été écrasée par une seule phrase. Il n'y a pas d'avenir sans se souvenir de ceux qui ont versé leur sang pour cela, la Terre. Le Conseil ne pouvait riposter, il n'existait plus, mais même ces vestiges, de petites coalitions de vieux mondes tenaces, rêvaient encore de résistance. L'un de ces groupes, les Ovaries Remnants, lancèrent un assaut aveugle contre un convoi terrien près de la faille d'Orsis. Ils détruisirent 5 transports terriens, aucun survivant. Ils se réjouirent trop tôt, car ce qui suivit n'était pas une flotte. C'était le projet Obélisque, un vaisseau unique en son genre. De la taille d'une lune, en forme de pointe de lance, entièrement noir, absorbant la lumière comme si l'espace lui-même se courbait. L'obélisque n'était pas habité. Il n'avait pas besoin d'équipage. C'était un vaisseau de jugement autonome, guidé par l'œil, conforme au protocole final. Il arriva dans le système Zovari dans un silence complet, et lorsqu'il tira, il n'utilisa ni missile ni plasma. Il utilisait l'érosion par impulsion gravitationnelle. Chaque vaisseau, chaque base, chaque station, chaque raffinerie de minerais flottante, effondrée, pas explosée, pas vaporisée, désassemblée, molécule par molécule, jusqu'à ce qu'il ne reste que poussière et écho. Aucun son, aucun avertissement, aucune trace. Le message suivait, comme toujours. Touchez à nouveau la Terre et vous ne mourrez pas. Vous serez oubliés. Creux. Aux confins de la galaxie connue, le général Taggart lança un programme rarement utilisé, la directive Afterlight. Ce programme n'était pas destiné aux ennemis. Il était destiné aux humains qui avaient oublié pourquoi la guerre avait éclaté. Sur une colonie terrienne appelée Ashpoint, une secte pacifiste radicale pro-alien s'était formée, prônant le désarmement, la réintégration avec les éléments survivants du Conseil et le pardon. Leur chef, un ancien officier des renseignements nommé Darren Kresh, affirma que la colère de la Terre était allée trop loin. Il organisa des manifestations pacifiques, diffusa des discours et condamna les campagnes de propagande. Puis, une nuit, le ciel d'Ashpoint s'ouvrit. Un seul vaisseau de combat terrien s'abattit sur lui, non pas pour combattre, mais pour punir. L'opérateur Grant, désormais affecté en permanence à la police interne de la propagande, arracha Kresh de sa propre chair en plein milieu de la diffusion.
L'enregistrement fut diffusé dans tous les systèmes terriens. Crèches, ligotés, saignants, murmurants, nous étions censés être meilleurs qu'eux, et la voix de Grant, claire et glaciale. Nous l'étions. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Tu parles comme un homme qui n'a jamais vu ce qu'ils nous ont fait. Alors maintenant, tu vas t'en souvenir. La caméra se dirigea vers un fer à marquer en métal, rougeoyant, l'emblème de la Terre. Il était pressé contre la poitrine de Crèche. Il ne cria pas, il se tut simplement. Le commandant Reich retrouva Grant après l'opération. Il ne le critiquait pas, il ne le félicitait pas. Il lui dit simplement de tenir le fer prêt. Et Grant hocha la tête, silencieux. La galaxie changea à nouveau après Ashpoint, non pas de peur, mais d'accord. Les espèces qui condamnaient autrefois la Terre comprenaient désormais, non par amour pour les humains, mais parce qu'elles voyaient l'alternative. La galaxie sans Terre était le chaos, mais sous Terre régnait un ordre brutal, certes, mais honnête. Et dans une région oubliée de l'espace, au plus profond d'une naine rouge morte, quelque chose d'ancien s'éveilla. Une race de machines longtemps considérée comme éteinte, le continuum du Calix, intercepta les archives récentes des émissions de la Terre. Ils n'ont pas paniqué, ils ont calculé, ils ont analysé l'évolution de la Terre, passant du statut de proie à celui de prédateur. Ils ont calculé l'indice de menace potentielle, résultat final. L'humanité est inévitable. Recommandation. Ne pas s'opposer. Assimiler la philosophie. Adopter la domination. La Terre avait accompli l'impossible. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle n'avait pas seulement gagné. Ils avaient rendu la domination logique. Ils avaient instrumentalisé la vérité, la mémoire et le traumatisme, et enseigné à la galaxie une leçon unique et inébranlable. L'important n'est pas la force de vos rugissements, mais la survie de ceux qui les entendent. La galaxie avait cessé de tourner dans tous les domaines importants. Les routes commerciales étaient silencieuses. Les anciens seigneurs de guerre se cachaient. Les empires, ceux qui osaient encore se proclamer ainsi, parlaient à voix basse, jetaient des coups d'œil par-dessus leur épaule et étudiaient chaque transmission humaine comme si elle était une condamnation à mort. Car c'était souvent le cas. Mais la Terre ne parlait plus. Car la Terre avait gagné. Et maintenant, l'étape finale arrivait. Celle que tout le monde redoutait mais que peu comprenaient vraiment. Héritage. Dans les tunnels de glace noire de l'abri Genesis, profondément enfoui sous la croûte de la Lune, sœur disparue de Mercure, le général Taggart se tenait devant le dernier élément de la doctrine creuse. Les murs vibraient d'une énergie lente et constante, sans filtre, bourdonnant comme un être vivant. Pas d'officier, pas de médias, pas de politiciens. Juste lui et le projet Arche. Ce n'était pas une arme, pas au sens traditionnel du terme. C'était une graine. À l'intérieur se trouvaient 2 millions de modèles génétiques terriens soigneusement sélectionnés. Ni des clones, ni des soldats, ni des penseurs, ni des bâtisseurs, ni des survivants. Des hommes et des femmes conçus pour la reconstruction, formés depuis des matrices numériques, apportaient la mémoire de la Terre aux 4 coins des étoiles. L'Arche n'était pas destinée à être lancée en temps de guerre. Elle était destinée à l'après-guerre. Une renaissance. Taggart saisit le code d'activation final. Son reflet le fixait depuis l'écran de la console. Un visage barré d'une barbe de 3 jours gris cendré, de profondes cicatrices sur la mâchoire et des yeux qui n'avaient pas pleuré depuis 4 décennies. Il était le monstre dont ils avaient besoin, et il ne le regretta jamais. Confirmer la transmission, demanda l'IA. Il marqua une pause, puis appuya sur le dernier bouton. Confirmer. Le coffre-fort s'illumina d'une froide lumière bleue. Le téléchargement de l'héritage de la Terre avait commencé. Ailleurs, le commandant Reich traversait seul ce qui était autrefois la grande salle du Conseil. Il n'y avait plus que des ossements, des piliers fissurés, des bannières à moitié fondues, des chaises calcinées dégageant encore une légère odeur de brûlure au plasma. Il passa devant ce qui restait de l'emblème du Conseil, brisé sur le sol de marbre, et s'arrêta devant l'estrade où le jugement avait jadis été rendu sur terre, tel un parent punissant un enfant rebelle. Il s'agenouilla, sortit de son manteau un morceau de métal, vieux, rouillé, gravé d'un nom que presque plus personne ne prononçait à voix haute. Holloway. Il déposa l'étiquette sur l'estrade et recula. Pas un mot, pas de prière, juste le silence. Puis Reich se retourna et sortit. La galaxie avait commencé à suivre la Terre, mais pas par révérence, par nécessité, car la Terre avait fait ce que le Conseil n'avait jamais pu faire, redonner un sens à la guerre.
Chaque coup porté par la terre était porteur d'un souvenir, chaque châtiment d'une histoire. Il ne se contentait pas de riposter, rappelait-il. Les empires qui régnaient autrefois par fierté et tradition ne régnaient désormais que si la terre le permettait. Certains appelaient cela du fascisme, d'autres de l'équilibre. La terre se fichait de savoir comment on l'appelait. La galaxie avait eu toutes les chances de faire preuve de clémence, d'agir avec raison, de laisser les humains tranquilles. Et elle choisit la conquête. La Terre a donc choisi pire. Correction. Suite au projet Obélisque, elle a activé le protocole de non-retour, une doctrine définitive stipulant qu'aucun sang terrien, quelles que soient les circonstances, ne serait versé sans conséquences catastrophiques. Pour l'appliquer, des vaisseaux sentinelles ont été placés aux abords de chaque couloir stellaire connu. Des cuirassés pilotés par l'IA, avec pour ordre permanent d'éliminer toute flotte tentant un mouvement non autorisé vers l'espace occupé par les terriens. Il n'y avait ni négociation, ni appel, ni débat. Dès qu'un vaisseau franchissait la frontière, il devenait un débris. C'était désormais la loi. La Terre ne reconstruisait pas la galaxie, elle la remplaçait. Et puis, du vide, un murmure inattendu surgit. Un vaisseau apparut sur le relais extérieur de la Terre, endommagé, petit et vieux, plus vieux que tout ce qui a été enregistré. Plus vieux même que les plus anciens vaisseaux terrestres encore existants. Il n'émettait qu'un seul mot, rentrer. Le vaisseau fut placé en orbite basse, scanné et mis en quarantaine. Lorsque l'écoutille s'ouvrit, 2 hommes en sortirent, tous 2 humains, arborant des emblèmes terrestres inutilisés depuis plus de 300 ans. L'équipage de l'ESS Pioneer, premier vaisseau de colonisation de l'espace lointain, perdu dans ce qui avait été autrefois les zones d'expansion restreintes du Conseil, présumées détruites. Ils avaient survécu, se cachaient, chassaient, changeaient, et maintenant, ils étaient de retour. Le commandant Reich les rencontra en personne. L'un des hommes, aux cheveux gris, les yeux ternes par l'exposition aux radiations, salua faiblement. « Je n'aurais jamais cru que nous reverrions la Terre. » Reich ne salua pas en retour. Il s'avança et prit l'homme par l'épaule. « Tu n'es pas revenu sur la Terre que tu as quittée. » Le vieil homme hocha la tête. Nous avions entendu les rumeurs. Il baissa les yeux vers l'imposante flotte de défense terrestre en orbite. « Tu as gagné, n'est-ce pas ?» Reich regarda par le hublot, silencieux, puis dit « Nous n'avons pas gagné. Nous avons mieux survécu qu'eux. » Un mémorial fut érigé, non pas pour les morts, mais pour les oubliés. Toutes ces colonies terriennes anéanties par le Conseil, tous ces soldats portés disparus alors qu'en réalité ils étaient enterrés en orbite, anonymes et seuls. La structure flottait au-dessus de la Lune, enveloppée d'une armure de cristal, visible de tous les hémisphères. Elle ne portait pas de nom, juste une phrase « Ils nous ont effacés, nous sommes devenus le feu ». Le général Taggart prit sa retraite 2 mois plus tard. Pas de défilé, pas de statue, juste le silence. Il monta dans un vaisseau spatial et jeta un dernier regard à la Terre pour laquelle il s'était battu. Puis il partit. Destination non divulguée. Destination non divulguée. Certains disaient qu'il était allé dans les zones brûlées. D'autres disaient qu'il prévoyait de mourir seul. D'autres encore disaient qu'il n'avait jamais existé. Ce Taggart était un mythe. Mais le holopatch réapparut des semaines plus tard sur une station extraterrestre abandonnée de la ceinture des tombes de Varnati, maculée de sang neuf. La ceinture des tombes de Nati, maculée de sang neuf. Alors être que le vieil homme n'en avait pas fini. Le Conseil ne se reforma jamais. Non pas qu'il en soit incapable, mais parce que personne n'oserait proposer de diriger une galaxie appartenant à la Terre. Au lieu de cela, les systèmes ont commencé à adopter les principes terriens, parfois de force, parfois volontairement, heure standard terrienne, modalité judiciaire terrienne volontairement, heure standard terrienne, modèle judiciaire terrien, langue terrienne, monnaie terrienne. Une race, les Hélettes, a réécrit sa constitution pour placer l'humanité au sommet de son panthéon, non pas parce qu'elle avait été conquise, mais parce qu'elle y croyait. L'acte final de la doctrine militaire terrienne ne fut pas une invasion, c'était une transmission, un simple message diffusé aux 4 coins de la galaxie. Il était diffusé 1 fois par cycle, dans toutes les langues connues. Pas d'introduction, pas de menace, juste une voix masculine calme et inébranlable. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des démons, nous ne sommes pas des conquérants, nous sommes la mémoire, nous sommes ce qui arrive quand on enterre la mauvaise espèce. Nous nous souvenons, nous vengeons, nous construisons. Nous sommes la terre, et cette fois, nous ne partirons pas.
Et à travers les étoiles, personne ne bougea, personne ne répondit. Ils regardèrent simplement l'emblème de la Terre tourner lentement sur leurs écrans, noir et blanc, un cercle avec une flamme à l'intérieur. La flamme ne s'est jamais éteinte, et la galaxie n'a plus jamais essayé, car désormais, ils comprenaient ce que la Terre avait toujours été, la fin du silence, la fin de la miséricorde, le début des conséquences.